L'amiral Park Ji-woo se tenait dans l'immense salle du Conseil galactique et se sentait minuscule. La pièce s'étendait à perte de vue. Des centaines d'espèces extraterrestres occupèrent les gradins incurvés, observant les deux humains qui se tenaient au centre. L'air avait une odeur étrange, un mélange de métal et de fleurs. À côté de Park se tenait l'ambassadrice Kim Min-seo. Elle portait sa robe diplomatique officielle et gardait un visage impassible. Mais Park la connaissait assez bien pour percevoir la tension dans ses épaules. Quelque chose clochait dans cette réunion. Le conseil l'avait convoquée en urgence. Ils avaient affirmé qu'elle était importante. Park et Kim avaient voyagé 3 semaines à travers l'espace pour y parvenir. Ils pensaient que le conseil souhaitait peut-être discuter des routes commerciales ou du partage de technologies. L'humanité n'avait rejoint le Conseil galactique que 3 mois auparavant. Chacun apprenait encore à collaborer. Park s'était déjà trompé, mais jamais à ce point. Le hiérarque Veltos se leva de son siège, qui les surplombait. Il était Zarati, membre d'une espèce ressemblant à des mantes religieuses géantes, recouvertes d'une armure bleue et or. Son espèce faisait partie du Conseil depuis plus de 10 000 ans. Il inclina la tête et regarda les humains de haut, le regard dénué de toute chaleur. Le Conseil reconnaît la délégation humaine, déclara Veltos. Sa voix résonna dans la salle. Vous vous tenez devant nous pour répondre de vos infractions. Kim s'avança. Des infractions? Hiérarque, nous n'avons été informés d'aucun problème. À quelles infractions faites-vous référence? Un son parcourut la salle. Park mit un instant à comprendre que les extraterrestres riaient. Veltos toucha un panneau de contrôle. Park mit un instant à réaliser que les extraterrestres riaient. Veltos toucha un panneau de contrôle. L'air au-dessus de Park et Kim se mit à scintiller. Un écran holographique apparut, montrant des images de la Terre et des 7 planètes colonisées par l'humanité. Des points rouges entouraient chaque planète. Ce sont des satellites d'observation, expliqua Veltos. Nous les avons placés autour de vos mondes il y a 2 mois. Pour votre protection, bien sûr, nous devions surveiller vos activités. La mâchoire de Park se crispa. Personne n'avait demandé la permission. Personne n'avait même informé l'humanité de l'existence de ces satellites. Il jeta un nouveau coup d'œil à l'hologramme et remarqua quelque chose. Les points rouges n'étaient pas en position d'observation normale. Ils étaient à portée de tir. Ces satellites nous ont révélé des développements inquiétants, poursuivit Veltos. Il afficha d'autres images. Elles montraient des chantiers navals, des usines et des centres de recherche construits par l'homme. Vous fabriquez des armes, de grosses armes, des armes qui violent la loi, sur le développement pacifique du Conseil. Kim secoua la tête. Ce sont des navires miniers et des plateformes défensives. Nous avons une faune hostile sur 3 de nos colonies. Les plateformes protègent nos colonies. Vous mentez. Veltos l'affirma simplement, comme s'il énonce un fait. Nous avons des preuves de votre renforcement militaire. Le Conseil a analysé vos actions et les a jugées menaçantes pour la paix galactique. Park sentit la colère monter en lui, mais il la réprima. S'emporter ne servirait à rien. Pouvons-nous voir ces preuves? Veltos agita une main griffue. D'autres hologrammes apparurent. Ils montraient des vaisseaux humains armés, des usines de munitions, des vaisseaux d'essai armés, des tirs d'essai de canons défensifs. Tout était sorti de son contexte. Ces navires étaient des bâtiments miniers, dotés d'une protection rudimentaire contre les débris spatiaux et les pirates. Les usines produisaient des munitions pour la chasse et la régulation de la faune sauvage. Les tirs d'essai relevaient des procédures de sécurité standards. Mais la manière dont Veltos a présenté les choses donnait l'impression que l'humanité se préparait et à la guerre. « C'est absurde », a déclaré Park. « Ces images sont trompeuses. » Chacune de ces activités poursuit un but pacifique. Nous pouvons fournir une documentation complète. Fin. Silence. La voix de Veltos claqua comme un fouet. Le Conseil a pris sa décision. Nous ne vous avons pas réunis ici pour débattre. Nous vous avons réunis ici pour vous informer de votre nouvelle réalité. Kim pâlit. Quelle décision? Un autre membre du Conseil se leva.
C'était un Florien, une espèce ressemblant à des plantes vivantes. Le Conseil vote sur la question humaine. Tous pour des sanctions protectrices, des centaines de mains, de tentacules et d'appendices extraterrestres s'élèvent dans les airs. Tous contre. Une dizaine de membres restent levés. Les autres retombent en silence. La motion est adoptée, annonce Florian. Veltos observe les humains, avec ce qui pourrait être de la satisfaction. À compter de ce jour, l'humanité est placée sous sanction protectrice. Vous cesserez toute expansion. Vous remettrez tous vos vaisseaux militaires six à la garde du Conseil. Vous autoriserez les superviseurs du Conseil à contrôler vos gouvernements. Ceci est pour le bien de la galaxie. Park eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Vous plaisantez ? Nous sommes parfaitement sérieux, déclara Valtos. Vous avez 30 jours pour vous conformer à nos exigences. En cas de refus, le Conseil prendra des mesures de pacification. Nous protégerons la galaxie de votre agression. Que vous coopériez ou non, Kim retrouva sa voix. C'est scandaleux. Nous n'avons rien fait de mal. Nous avons respecté tous les règlements du Conseil. Nous avons toujours été des voisins pacifiques. Vous êtes des primitifs qui ont découvert l'espace. Il y a à peine 200 ans, a déclaré Valtos. Vous êtes des primitifs qui ont découvert l'espace il y a à peine 200 ans, a répété Valtos. La salle résonna de nouveau de ce rire. Vous croyez comprendre la politique galactique, vous croyez avoir des droits, vous existez parce que nous le permettons. Vous avez la liberté parce que nous vous l'accordons, et maintenant, nous vous la reprenons. Avant que vous ne deveniez une véritable menace, Park s'avança. Sa voix était basse, mais elle résonna dans toute la salle. Hiérarque, je vous conseille vivement de reconsidérer votre décision. Vous me conseillez ? Valtos se pencha en avant. Tu oses me donner des conseils ? Humain, je siège à ce conseil depuis bien avant que ton espèce n'invente la roue. Tu obéiras. J'essaie de t'éviter une terrible erreur, dit Park. Sa voix restait calme, mais une fermeté implacable s'y cachait. L'humanité réagit mal aux ultimatums. La salle entière éclata de rire. L'écho résonna contre les murs et le plafond. Certains extraterrestres frappaient à leur siège avec leurs appendices. D'autres émettaient des sons que le traducteur de Park ne parvenait même pas à comprendre. Veltos s'essuya les yeux d'un coup de patte. « Vous nous menacez ? Vous ? Avec vos 7 mondes primitifs et votre petite flotte de vaisseaux miniers ? Le Conseil contrôle 3000 mondes. Nos flottes se chiffrent en millions. Nous possédons des armes capables de détruire des planètes. Et tu crois pouvoir nous faire peur ? » Park ne dit rien. Il leva simplement les yeux vers Valtos et attendit que les rires s'apaisent, jusqu'à ce que le silence retombe enfin dans la salle. Valtos reprit la parole. Silence. Valtos reprit la parole. Vous avez 30 jours. Obéissez ou vous en subirez les conséquences. Cette session est terminée. L'hologramme disparut. Des gardes apparurent aux portes de la chambre pour escorter Park et Kim. Tandis qu'ils traversaient dans les couloirs pour regagner leur vaisseau, Kim tremblait. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Park ne répondit pas tout de suite. Il réfléchissait. Il se remémorait ses cours d'histoire sur ce qui arrivait lorsque les puissances tentaient de dominer l'humanité. Cela ne se terminait jamais bien pour elle. « On rentre chez nous ?» finit par dire Park. « Nous allons informer le gouvernement de ce qui s'est passé. Et ensuite, nous allons nous préparer. » Se préparer à quoi ? Park s'arrêta et regarda Kim. Ils nous croient faibles. Ils pensent que nous allons nous laisser faire. Ils ne nous connaissent pas. Absolument pas. Park. Ils possèdent des millions de vaisseaux, des milliers de mondes. La technologie, on la comprend à peine. Merci. Ils sont aussi arrogants, dit Park. Ils pensent que les chiffres et la technologie sont tout. Ils n'ont jamais combattu quelqu'un qui n'avait rien à perdre. Il se remit en marche. Allez, le voyage de retour est long. Et il y a beaucoup de travail, derrière eux dans la salle du père. Conseil, Veltos planifiait déjà comment répartir les mondes humains entre les conseillers. Il n'avait jamais envisagé que les humains puissent riposter. Ce fut la plus grande erreur de sa très longue vie. 15 jours s'étaient écoulés depuis. Le tribunal du gouvernement de la Terre unie siégeait presque sans interruption, et les débats s'envenimèrent.
La présidente Choi Yun-soo, assise en bout de table, écoutait ses conseillers s'invectiver. La moitié d'entre eux souhaitaient se soumettre aux exigences du Conseil. L'autre moitié était prête à se battre. Personne ne semblait avoir de juste milieu. Nous ne pouvons pas gagner une guerre contre l'ensemble du Conseil galactique, déclara le ministre de la Défense Jackson. Cet homme de grande taille, originaire du secteur américain, paraissait épuisé. Leur flotte est 200 fois plus importante que la nôtre. Leurs armes sont plus sophistiquées. C'est du suicide. Et la soumission, c'est quoi? Demanda l'amiral Park. Il était revenu de la salle du conseil avec une flamme dans les yeux qui ne s'était pas éteinte. Ils veulent s'emparer de nos vaisseaux. Ils veulent installer des superviseurs sur nos mondes. Des superviseurs qui nous diront comment vivre, quoi construire, où aller. Il s'agit de survivre, répondit Jackson. Nous pouvons obtempérer maintenant et tenter de les faire changer d'avis plus tard. La diplomatie prend du temps. L'ambassadrice Kim secoua la tête. Elle semblait n'avoir pas dormi depuis des jours. J'essaie la diplomatie depuis 15 jours. J'ai contacté tous les conseillers modérés que j'ai pu trouver. La plupart ne répondent même pas à mes messages. Les rares sur qui le font tiennent le même discours. L'humanité doit apprendre à se tenir à sa place. Ensuite, nous leur donnerons une leçon, déclara Park. La présidente Choi leva la main pour demander le silence. Quelle leçon, amiral? Comment combattre un ennemi qui possède des milliers de mondes? Park se leva et activa un affichage holographique. Il montrait les positions de la flotte du Conseil et de ses satellites d'observation autour des mondes humains. Nous combattons intelligemment, nous exploitons tous nos avantages, et nous leur faisons payer chaque pouce de terrain. Nous avons la raison 40. Nous combattons la raison 40. Nous avons le critique et le doxing. Nous en avons plein. Fin de citation. Avant que quiconque puisse répondre, un message urgent arriva. Il provenait de New Busan, l'une des planètes colonisées par les humains. Le visage qui apparut à l'écran était jeune, peut-être 17 ans. Elle avait du sang sur le visage et des larmes aux yeux. Ici Lihana, sur New Busan. Les équipes d'inspection du Conseil sont là. Elles sont accompagnées de soldats armés. Elles n'inspectent rien. Elles prennent tout ce qu'elles veulent. La communication était instable, mais elles pouvaient voir le chaos derrière elles. Des bâtiments en flammes, des gens qui couraient, des coups de feu. Mon père leur a dit qu'ils ne pouvaient pas prendre notre matériel minier. Poursuivit Anna, la voix brisée. Nous en avons besoin pour survivre. L'hiver approche. Sans les générateurs de chaleur des mines, les gens vont mourir de froid. Ils n'en avaient de cure. Quand mon père a refusé de leur remettre le matériel, ils l'ont battu. Ils lui ont cassé les jambes. Ils ont dit que c'était ce qui arrivait à ceux qui désobéissaient. Le président Choi se pencha en avant. « Anna, où es-tu? Es-tu en sécurité? Je suis caché dans le centre de communication. Mais je vois ce qui se passe dehors. Ils cambriolent les maisons, ils prennent de la nourriture, des médicaments, tout. Ils disent que c'est que c'est illégal parce que nous n'avons pas eu l'autorisation du conseil municipal. » Hannah s'essuya les yeux. « S'il vous plaît, nous avons besoin d'aide. La communication a été coupée. » Le silence régnait dans la pièce. La présidente Choi observa chaque personne autour de la table. Elle lut la réponse sur leur visage, avant même que quiconque ne prenne la parole. « Faites-moi parvenir des rapports de toutes les colonies, » dit-elle d'une voix calme. « Je veux savoir si cela se produit partout. » C'était le cas. Au cours des 6 heures suivantes, des rapports arrivèrent des 7 mondes colonisés par l'humanité. Des équipes d'inspection du Conseil, escortées d'armes, étaient arrivées. Leur comportement n'était pas celui d'inspecteurs, mais celui d'une armée d'occupation. Sur Nouvelle-Séoul, des soldats du Conseil avaient pris le contrôle de l'hôpital principal et en avaient évacué tout le personnel humain. Ils affirmaient que les humains n'étaient pas qualifiés pour pratiquer la médecine sans la supervision du Conseil. Sur Novo Hanguk, les écoles avaient été fermées et les enseignants arrêtés. L'éducation devait désormais se conformer aux normes du Conseil. Sur Terra Nova, les centres agricoles avaient été confisqués. Toute la production alimentaire serait désormais gérée par des personnes nommées par le Conseil. Le schéma était clair. Le Conseil n'était pas venu pour superviser, mais pour conquérir.
L'amiral Park se tenait devant le président, une tablette à la main. J'ai enquêté sur les flottes d'inspection du Conseil. J'ai découvert quelque chose d'intéressant. Ils n'amènent pas seulement des superviseurs. Ils amènent des gouverneurs, des équipes administratives complètes, prêtes à remplacer nos gouvernements. L'ambassadeur Kim semblait malade. Ils ont tout planifié. Ce tribunal n'était pas une affaire de justice, mais de théâtre. Ils avaient toujours prévu de le faire. Pourquoi ? Demanda le président Choi. Pourquoi convoitent-ils nos mondes ? Nous ne sommes rien à leurs yeux. 7 planètes comparées à leurs milliers. Park afficha une carte stellaire. Regardez où se situent nos colonies. Chacune est proche d'une importante route commerciale du Conseil ou d'un gisement de ressources. Nouvelle-Busan est située juste à côté de la ceinture minérale la plus riche de ce secteur. Nouvelle-Séoul est à 3 sauts du principal centre de production du Conseil. Ils ne veulent pas nous détruire. Ils veulent notre territoire. Alors ils inventent une menace, a déclaré Kim. Ils nous font passer pour dangereux, puis ils interviennent pour sauver la galaxie des humains effrayants. Et ils prennent nos mondes en guise de paiement pour leur protection. La présidente Choi se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, elle pouvait voir la Terre tourner sous la station orbitale. Des milliards d'êtres humains là-bas. Des millions d'autres dans les colonies. Tous comptaient sur elle pour les protéger. Elle avait espéré éviter cela. Elle avait consacré toute sa carrière à œuvrer pour la paix. Mais parfois, la paix était impossible. Parfois, le seul moyen de protéger ce qu'on aimait était de se battre. Elle se retourna vers la salle. Combien de temps avant l'échéance fixée par le Conseil ? 15 jours, Tontiero, répondit Park. Pourrons-nous nous mobiliser d'ici là ? Park esquissa un sourire amer. Madame la Présidente, nous sommes mobilisés depuis mon retour du Conseil. Tous nos vaisseaux civils ont été modifiés. Toutes nos plateformes minières ont été converties. Tous les colons capables de manier une arme ont été entraînés. Le président Choi haussa un sourcil. Vous avez fait tout cela sans autorisation ? Je l'ai fait pendant nos débats, répondit Park, car je savais quel choix nous ferions. Les humains ne s'agenouillent devant personne. Le ministre de la Défense, Jackson, se leva. Si nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. Le Conseil nous attaquera avec tout ce qu'il a, et nous ferons en sorte qu'il le regrette, déclara Park. Le président Choi regarda à l'ambassadrice Kim. Y a-t-il une chance de paix ? Kim ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, des larmes coulaient sur ses joues. J'ai lancé un dernier appel aujourd'hui. J'ai contacté le conseiller Thrain. C'est un Vesper, une des rares espèces qui a toujours été bienveillante envers nous. Je pensais qu'il pourrait peut-être nous aider. Qu'a-t-il dit ? Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il avait essayé de s'opposer aux sanctions, mais que personne ne l'avait écouté. Le Conseil a pris sa décision. L'humanité doit se tenir à sa place. La voix de Kim se durcit. Puis il m'a dit que si nous nous conformons, peut-être que dans quelques siècles, nous pourrons demander une autonomie limitée. Peut-être, acquiesça lentement la présidente Choi. Elle avait sa réponse. Amiral Park, vous avez toute latitude pour poursuivre vos plans. Préparez nos forces. Lorsque le Conseil viendra nous ravir notre liberté, nous leur montrerons le prix à payer pour menacer l'humanité. Salua Park. Oui, Madame la Présidente. Alors que la réunion touchait à sa fin et que chacun reprenait ses fonctions, Kim s'arrêta près de Park. Park contempla la carte stellaire qui brillait encore sur l'écran. 7 petites planètes humaines contre 3000 planètes du Conseil. Cela aurait dû être impossible. Je crois qu'il se trompe, a déclaré Park. Il nous croit faibles parce que nous voulons la paix. Il pense que nous capitulerons parce que nous sommes en infériorité numérique. Ils sont sur le point d'apprendre une leçon essentielle sur l'humanité. Laquelle ? Nous sommes les plus dangereux lorsque nous n'avons plus rien à perdre. L'échéance fixée par le Conseil est arrivée à minuit, heure normale de la Terre. Dans la salle du Conseil, le hiérarque Valtos observait le compte à rebours avec satisfaction. Autour de lui, les autres dirigeants du Conseil s'étaient réunis pour assister à la reddition de l'humanité.
Des paris étaient en cours sur le temps qu'il faudrait aux humains pour rendre leur vaisseau. 5 secondes, annonça quelqu'un. Le silence se fit dans la salle. Chaque écran affichait une planète humaine différente. Ils s'attendaient à voir les vaisseaux humains s'éteindre, les armes être remises, les drapeaux blancs hissés. Le compte à rebours atteignit 0. Rien ne se produisit. Valtos fronça les sourcils. Il toucha son panneau de communication. Rapport de situation. La réponse vint de l'amiral Kresh, un vaurien qui commandait la flotte principale de maintien de l'ordre du Conseil. Son espèce ressemblait à des ours cuirassés, dressés sur leurs pattes arrière. Négatif, hiérarque. Aucun vaisseau humain n'est hors service. Aucune arme n'a été rendue. Ils ne répondent pas à nos appels. Alors activez les satellites d'observation, ordonna Veltos. Tirez des coups de semonce sur leurs infrastructures, rien de vital, juste de quoi leur faire comprendre que nous sommes sérieux. Sur les écrans disséminés dans la salle, les points rouges entourant les planètes humaines commencèrent à s'illuminer. Les satellites se mettaient en marche. Dans 30 secondes, ils tireraient sur les villes humaines et montreraient à l'humanité le prix de la rébellion. 20 secondes. Sur Nubusan, Lihana se tenait avec ses voisins et scrutait le ciel. Tout le monde savait que les satellites étaient en là-haut. Tout le monde savait ce qui allait se produire. Tous savaient ce qui allait se produire, mais personne ne s'enfuit. Ils avaient décidé que si c'était la fin, ils l'affronteraient debout. 10 secondes. En orbite terrestre, l'amiral Park était assis dans le fauteuil de commandement de l'UES Indomitable. Toute sa flotte l'entourait, invisible aux capteurs du Conseil. Ils avaient utilisé une technologie furtive, empruntée aux opérations minières. Une technologie que le Conseil ignorait posséder chez les humains. Tous les vaisseaux, à mon signal. Park dit doucement, 5 secondes. Les satellites du Conseil pointèrent les villes humaines. Armes chargées, système de ciblage verrouillé. 0. Park sourit. Marque. Dans toute la galaxie, dans 47 systèmes stellaires différents, le piège se referma. Tous les vaisseaux civils qui se déplaçaient dans l'espace du Conseil abandonnèrent soudainement leur camouflage. Les vaisseaux miniers révélèrent leurs batteries d'armes. Des vaisseaux de transport déployèrent des chasseurs. Des cargos ouvrirent leurs cales et libérèrent des nuées de drones de combat. Le Conseil était tellement occupé à surveiller les mondes humains qu'il n'avait pas songé à vérifier son propre territoire. Dans la salle du Conseil, les alarmes se mirent à hurler. Tous les écrans passèrent des images de villes humaines à celles d'installations militaires du Conseil attaquées. « Que se passe-t-il » demanda Valtos. « Nous sommes attaqués » cria quelqu'un. 47 systèmes signalent des frappes simultanées. Nos dépôts de ravitaillement, nos stations-service, nos ateliers de réparation. Tout est touché. Sur l'écran affichant New Busan, les satellites d'observation ont soudainement explosé. Non pas à cause de tirs d'armes, ils ont simplement explosé. Park avait placé de petites charges explosives sur chacun d'eux il y a des semaines, lorsqu'il les avait découverts. Le Conseil avait tellement confiance en sa technologie qu'il n'avait jamais vérifié s'il y avait eu sabotage. Tout autour des mondes humains, les satellites mortels se transformèrent en nuages de débris qui s'étendaient à vue d'œil. « Impossible », murmura Veltos. « Comment ont-ils pu placer des charges explosives sur nos satellites ?» Sur un autre écran, le visage de l'amiral Kresh apparut. Il parut choqué, hiérarque. Les humains avaient des hommes sur nos satellites depuis des semaines. Ils étaient infiltrés dans nos systèmes depuis tout ce temps. Ils savaient tout ce que nous préparions. Déployez la flotte, ordonna Veltos. Écrasez tout cela. Ils savaient tout ce que nous préparions. Déployez la flotte, ordonna Valtos. Écrasez cette rébellion immédiatement. Kresh hocha la tête et se détourna. Sa flotte était immense, plus de 10 000 vaisseaux, contre peut-être 300 vaisseaux humains. Le combat aurait dû être rapide. Il le fut. Mais pas comme Kresh l'avait imaginé. La bataille de Urana de Nubusan dura 6 heures.
La flotte de Kresh appliqua les tactiques habituelles du Conseil. Elle forma une ligne de bataille, bataille, activa ses boucliers et se prépara à un combat honorable. Les humains, eux, ne combattirent pas avec honneur. Des vaisseaux miniers chargés d'explosifs éperonnèrent tous les vaisseaux du Conseil. De petits chasseurs fonçaient trop près pour que les gros vaisseaux puissent les atteindre et grignotaient dans les coques avec leurs lasers miniers. Des drones pullulaient comme des insectes, s'accrochant aux boucliers et les surchargeant. Et lorsque les vaisseaux du Conseil tentaient se de battre en retraite, ils se retrouvaient face à des vaisseaux humains. Les humains avaient exploité le champ d'astéroïdes. Ils avaient dissimulé des vaisseaux dans les rochers, attendant le moment idéal pour frapper. Lyanna observait depuis le sol les vaisseaux du Conseil brûler dans le ciel au-dessus de sa planète. Elle n'y éprouvait aucune joie, seulement une satisfaction amère de savoir que son peuple ne se laisserait pas faire sans combattre. À bord de l'UES Indomitable, Park observait les démonstrations de force avec une concentration glaciale. Cible, leur vaisseau amiral. Toutes les batteries, feu. L'Indomitable n'était pas un vaisseau de guerre. 3 mois auparavant, c'était un transport de colons, mais sa coque épaisse protégeait les colons des radiations. Ses moteurs étaient montés suffisamment puissants pour transporter de lourdes charges, et il était désormais équipé d'armes, provenant de tous les stocks militaires humains du secteur. Le vaisseau amiral du Conseil encaissait coup sur coup. Ses boucliers cédaient, son blindage se fissurait. Et lorsque des marines humains percèrent la coque et s'y engouffrèrent, Kresh comprit enfin ce qui se passait. Il ne combattait pas une rébellion mineure. Il combattait une espèce qui refusait de perdre. Les marines progressaient pont après pont à travers le vaisseau du Conseil. Ils ne faisaient n'un pas de prisonniers. Ils ne s'arrêtaient sans pas pour négocier. Ils avançaient tôt comme une vague, inarrêtables et implacables. Kresh tenta de contacter Veltos pour l'avertir, mais les communications étaient brouillées. La dernière chose qu'il vit avant que les Marines n'atteignent sa passerelle fut la Terre sur son écran, petite, bleue et absolument terrifiante. Tandis que la bataille de Ntudond et de Nubuzin faisait rage, les forces humaines frappaient des cibles dans tout l'espace du Conseil. Au dépôt de ravitaillement Zarati du système Margolis, elle transmit un message à Park. Les fichiers révélaient des mois de planification. Le Conseil se préparait à s'emparer des mondes humains bien avant le tribunal. Ils avaient dressé des cartes divisant le territoire humain. Ils avaient rédigé des lois faisant des humains des citoyens de seconde zone. Ils avaient tout planifié. Le tribunal n'était qu'une mascarade, un moyen de légitimer leur invasion. Park transmit les dossiers à chaque membre du Conseil, à chaque chaîne d'information, à chaque espèce de la galaxie. Qu'ils voient ce que leurs dirigeants avaient fait. Qu'ils voient qui étaient les véritables agresseurs. Dans la salle du Conseil, Valtos vit son plan parfait s'effondrer. Les autres conseillers l'interpellaient, exigeant de savoir pourquoi il ne les avait pas informés des plans d'invasion. « C'était nécessaire », insista Valtos. « Les humains sont dangereux. Nous devions agir. »« Vous nous avez menti », lança le conseiller Train. Le Vesper semblait furieux. « Vous nous avez manipulés pour que nous approuvions une guerre de conquête. Vous avez exploité notre peur pour justifier le vol. J'ai fait ce qu'il fallait pour la sécurité galactique. Vous avez fait ce qu'il fallait pour l'expansion de Xerati, rétorqua Train. Ces mondes humains sont proches de notre territoire, pas du vôtre. Vous convoitiez leurs ressources pour votre espèce. » Avant que Valtos ne puisse répondre, une autre alarme retentit. Celle-ci était différente. Celle-ci annonçait quelque chose de grave. « Dax Prime est attaqué », annonça quelqu'un. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Dax Prime était une planète forteresse. Ses boucliers pouvaient résister à un bombardement planétaire. Ses armes étaient capables de détruire des flottes entières. Elle était censée être invincible. Et pourtant, les humains l'attaquèrent. Ils n'ont pas tenté de briser les boucliers. Au lieu de cela, ils ont débarqué des troupes à la surface à bord de petits vaisseaux trop rapides pour être suivis.
Les troupes se sont frayé un chemin à l'intérieur par des tunnels de maintenance et des écoutilles de service. Et une fois à l'intérieur, elles ont fait quelque chose que le Conseil n'avait jamais vu auparavant. Ils vidèrent l'atmosphère, section par section. Les humains ouvrirent la forteresse sur l'espace. Les défenseurs du Conseil durent choisir entre combattre et se mettre à l'abri. La plupart choisirent la sécurité. Ceux qui choisirent de combattre se retrouvèrent en face à des ennemis qui ne se souciaient guère de leur propre survie. Les soldats humains combattirent dans le vide. Ils combattirent en apesanteur. Ils se battirent dans l'obscurité, lorsque les humains coupèrent le courant. Ils se battirent comme si chaque bataille était la dernière, car ils savaient qu'elle pourrait l'être. Dax Prime tomba en 18 heures. Lorsque Valtos vit les boucliers de la planète forteresse s'éteindre, il comprit enfin. Les humains ne cherchaient pas à gagner des batailles. Ils cherchaient à faire passer un message. Le message était clair. Rien de ce que vous possédez n'est en sécurité. Aucun endroit où vous vous cachez n'est sûr. Si vous menacez nos familles, nous réduirons votre civilisation en cendres. L'amiral Park se tenait sur la passerelle de l'Indomptable et suivait les rapports en provenance de toute la galaxie. 47 systèmes étaient en sécurisé. Les forces du Conseil battaient en retraite. Les pertes humaines étaient lourdes, mais tous les objectifs avaient été atteints. « Monsieur, nous recevons une transmission », annonça son officier de communication. « Elle provient du Conseil. Ils veulent négocier. » Park esquissa un sourire qui n'avait rien de bienveillant. « Dites-leur que nous envisagerons des négociations. » Après le retrait de toutes leurs forces du territoire humain. Après la libération de tous les prisonniers. Après la mise hors service de leur plateforme d'armement. Après la libération de tous les prisonniers, après la mise hors service de leur plateforme d'armement, et s'ils refusent, donc, Park consulta la carte stellaire, qui indiquait le territoire du Conseil. Tant de monde, tant de cibles. Et nous continuons, dit-il, jusqu'à ce qu'ils comprennent que menacer l'humanité fut la pire erreur de leur vie. 3 semaines après le début de la guerre, le Conseil galactique se fracturait. Les espèces qui le composaient s'étaient unies pour se protéger et prospérer. Mais elles ne s'attendaient pas à affronter un ennemi comme l'humanité. Un ennemi qui ne se souciait ni des règles ni des conventions. Un ennemi qui se battait comme des bêtes acculées. Dans le secteur tertien, les forces humaines diffusèrent sur toutes les fréquences les preuves des plans d'invasion du Conseil. Elles montrèrent les cartes divisant le territoire humain, les ordres de renverser les gouvernements humains, bref, tout. L'effet fut immédiat. Des dizaines d'espèces membres du Conseil commencèrent à remettre en question leur autorité. Si le Conseil avait menti sur l'humanité, sur quoi d'autres avait-il menti? Certaines colonies commencèrent à se rebeller. Pas toutes, mais suffisamment pour inquiéter le Conseil. Le conseiller Train observait la scène depuis ses appartements, le cœur lourd. Il avait tenté d'empêcher cela. Il les avait avertis que pousser l'humanité à bout était dangereux. Personne ne l'avait écouté. À présent, la galaxie était en flammes, et il ne voyait pas comment éteindre l'incendie. L'amiral Park se tenait dans la salle de guerre de l'Indomitable et étudiait la carte stratégique. Son état-major l'entourait, fatigué mais déterminé. Ils avaient remporté toutes les batailles jusqu'à présent, mais Park savait qu'il valait mieux ne pas crier victoire trop vite. La flotte principale du Conseil se rassemble au Nexus, rapporta son officier de renseignement. On estime ses effectifs à plus de 50 000 vaisseaux, contre les quelques 2 000 vaisseaux restants de l'humanité. Le Conseil déploie toutes ses forces. Combien de temps avant qu'ils soient prêts à partir? Demanda Park. 72 heures, peut-être moins. Park acquiesça lentement. C'était le moment décisif. Si l'humanité parvenait à détruire la flotte principale du Conseil, la guerre prendrait fin. En cas d'échec, la Terre et toutes les colonies seraient anéanties. « Préparez la flotte », ordonna-t-il. « Nous partons à l'interception dans 24 heures. » Le capitaine Yunsera s'approcha de lui après la fin du briefing. « Monsieur,
Les chiffres ne sont pas bons. Même avec tout notre arsenal, nous ne pouvons rivaliser avec une telle puissance de feu. Nous n'avons pas besoin de rivaliser, répondit Park. Serra le fixa longuement. Vous avez un plan. J'ai toujours un plan. Le Nexus était un point stratégique où convergeaient 3 routes commerciales majeures. Le contrôleur revenait à contrôler l'accès à un tiers de l'espace du Conseil. Le Conseil l'avait choisi pour marquer les esprits. Il voulait anéantir l'humanité sous les yeux de tous. Park était ravi de leur offrir ce combat épique, mais pas celui qu'ils attendaient. La flotte humaine arriva la première. Park positionna ses vaisseaux en formation défensive et attendit. Il fit croire que l'humanité se préparait à un ultime combat. Des défenseurs désespérés, attendant l'inévitable. La flotte du Conseil émergea de l'hyperespace en formation parfaite. 50 000 vaisseaux, rutilants et puissants. À leur tête se trouvait le CNS Gloire éternelle, le vaisseau amiral personnel du hiérarque Veltos. Veltos avait exigé de mener cette bataille en personne. Il voulait être là quand l'humanité serait anéantie. Il voulait voir leurs vaisseaux brûler. L'amiral Kresh, rescapé de la bataille de Nubusan, tenta de le prévenir. Hiérarque, les humains sont rusés. Ils ne combattent pas comme on s'y attend. Soyons prudents. Prudents? Veltos éclata de rire. Regardez-les, 2000 vaisseaux contre 50 000. Ils sont anéantis, c'est terminé. La flotte du Conseil avança en formation parfaite. Boucliers levés, armes chargées, se déplaçant comme un mur d'acier et d'énergie, Park les regarda arriver et sourit. Tous les vaisseaux. Retraite en cours. Faites semblant de paniquer. Les vaisseaux humains firent demi-tour et s'enfuirent. Pas en formation, pas en retraite ordonnée. Ils se dispersèrent comme des oiseaux effrayés. Chaque vaisseau dans une direction différente. Veltos le vit, et un triomphe immense l'envahit. Ils se brisent. Tous les vaisseaux, poursuivez-les. Ne laissez personne s'échapper. Kresh sentit son estomac se nouer. Hiérarque, cela pourrait être un piège. C'est une route, insista Veltos. Poursuivez-les. La flotte du Conseil se dispersa pour se lancer à leur poursuite. 50 000 vaisseaux se déployèrent et, à travers le système, chacun à la poursuite d'un vaisseau humain en fuite. Park compta mentalement. 10 secondes. 9. 8. Les vaisseaux humains entraînèrent leurs poursuivants plus profondément dans le système, plus profondément dans le champ d'astéroïdes, plus profondément dans le piège. 3. 2. 1. Maintenant, dit Park à voix basse, dissimulé dans le champ d'astéroïdes, des milliers de plateformes d'armement s'activent. Elles étaient là depuis des jours, placées par des ingénieurs humains œuvrant dans le plus grand secret. Mines magnétiques, batteries de missiles, canons à plasma, tout ce que l'humanité pouvait construire ou voler. Les vaisseaux du Conseil foncèrent droit dans la zone de destruction. Les astéroïdes eux-mêmes explosèrent, ayant été évidés et remplis d'explosifs des semaines auparavant. Des sections entières de la flotte du Conseil disparurent dans les flammes et les débris. Puis les vaisseaux humains s'immobilisèrent. Ils firent demi-tour. Ils accélérèrent le pas vers leurs poursuivants. Et derrière eux arrivèrent des renforts. Des vaisseaux de toutes les colonies humaines. Des vaisseaux civils modifiés pour le combat. Des chasseurs lancés depuis des porte-vaisseaux dissimulés. La flotte du Conseil comprit soudain qu'elle n'était pas la chasseuse. Elle était la proie. Tous les vaisseaux, reformaient la ligne de bataille. Ils étaient les proies. Tous les vaisseaux, reformaient la ligne de bataille. Tchla! Hurla Veltos dans son communicateur. Mais il était trop tard. Les vaisseaux du Conseil étaient dispersés dans tout le système, isolés et vulnérables. Les humains les attaquèrent par groupes, submergeant chaque vaisseau individuellement, avant de passer à la cible suivante. Le capitaine Sarah mena une équipe d'abordage à bord d'un croiseur du Conseil. Ils se frayèrent un chemin à travers les couloirs, avec une férocité qui terrifia les défenseurs. Lorsque l'équipage du Conseil tenta de se rendre, Sarah dut empêcher ses marines de les abattre. « Nous ne sommes pas comme eux », dit-elle à ses troupes.
Nous combattons avec acharnement, mais nous ne tuons pas les prisonniers. » Les marines obéirent. Ils mirent les prisonniers en sécurité et se dirigèrent vers le vaisseau suivant. Liana était également présente. La jeune fille de New Busan avait rejoint la résistance après l'attaque de sa colonie. À présent, elle pilotait un chasseur à travers le chaos des combats. Ses mouvements étaient moins précis et froids. Elle abattit 3 chasseurs du Conseil et endommagea une frégate avant que son appareil ne soit touché. En s'éjectant, elle aperçut une capsule de sauvetage du Conseil à proximité. À l'intérieur se trouvait la jeune Zarati, peut-être de son âge, peut-être plus jeune. Elle aurait pu les abandonner, les laisser dériver jusqu'à épuisement de leur oxygène. Cela aurait été justice pour ce qu'ils avaient fait à son père. Au lieu de cela, elle activa sa balise de détresse et signala leur position pour les secours. Puis, elle leur transmit un message directement. « Restez calmes, les secours arrivent. Nous ne sommes pas des monstres. » Le jeune Xérat ne répondit pas. Mais Anna savait qu'ils l'avaient entendu. Qu'ils rentrent chez eux et racontent à leur famille qu'un humain les a sauvés. Qu'ils rentrent chez eux et racontent à leur famille et qu'un humain les a sauvés. Qu'ils s'interrogent sur les raisons de ce sauvetage. À bord de l'Éternel Glory, Veltos assistait impuissant à la destruction de sa flotte. Vaisseau après vaisseau, les écrans s'éteignaient. Des milliers de vaisseaux détruits ou capturés. Sa formation parfaite anéantie. Son avantage écrasant se muait en massacre. « Hiérarque, nous devons battre en retraite, » insista Kresh. « Nous avons perdu. Il nous faut préserver ce qui peut l'être. » Non. Veltos frappa violemment la console de son appendice. « Nous ne pouvons pas perdre face à des primitifs. Impossible. »« C'est déjà fait, » murmura Kresh. Une explosion secoua le vaisseau amiral. Les vaisseaux humains le prenaient pour cible, l'ayant reconnu comme le vaisseau de commandement. Veltos ressentit la peur pour la première fois de sa longue vie. « Hiérarque, il nous aborde !» annonça quelqu'un. Veltos consulta ses écrans et vit des marines humains percer sa coque. Ils avançaient d'un pas décidé, droit vers la passerelle. Les portes de la passerelle s'ouvrirent en temps grand. Des soldats humains, armes au poing, se précipitèrent à l'intérieur. Ils sécurisèrent la pièce en quelques secondes, avec professionnalisme et efficacité. Puis, un humain entra. Il était imposant pour son espèce, couvert de cicatrices, et portait un fusil qui semblait avoir vu défiler bien des batailles. Son insigne indiquait « Quan Taiyang », sergent. Quan scruta le pont du regard, jusqu'à ce que ses yeux croisent ceux de Veltos. « Hiérarque Veltos, vous êtes en état d'arrestation pour crime de guerre. »« Vous ne pouvez pas m'arrêter, » rétorqua Veltos. « Je suis membre du Conseil galactique. »« Je bénéficie de l'immunité diplomatique, » sourit Quan. Un sourire amer. « Votre conseil n'existe plus. Regardez, » dit-il en désignant l'écran. Il montrait la bataille, ou ce qu'il en restait. La flotte du Conseil était en ruine, des vaisseaux en flammes, des champs de débris, des capsules de sauvetage flottant partout. « Votre flotte est détruite, » déclara Quan. « Votre gouvernement s'effondre. Des espèces membres se retirent déjà du Conseil. Vous n'avez rien. » Veltos sentit ses jambes flancher. Il s'effondra sur le pont. « C'est impossible. Nous sommes le Conseil. Nous régnons sur la galaxie depuis 10 000 ans. Vous avez régné parce que tout le monde avait peur, » dit Quan. « Mais vous avez commis une erreur. Vous avez attaqué quelqu'un qui n'avait pas peur de vous. Quelqu'un qui préférerait réduire la galaxie en cendres plutôt que de s'agenouiller. Vous êtes des monstres, » murmura Veltos. Quan secoua la tête. « Non, nous sommes des humains. Vous avez menacé nos enfants. Vous avez tenté de nous priver de notre liberté. À quoi vous attendiez-vous » Avant que Veltos ne puisse répondre, une nouvelle voix se fit entendre dans le système de communication. C'était celle du conseiller Tren. « Amiral Park. Ici le conseiller Tren. Je transmets à tous les vaisseaux, humains et conseillers,
Le Conseil galactique est dissous. Ceux d'entre nous qui restent implorent la paix. Je vous en prie, plus de morts. Le visage de Park apparut sur tous les écrans. Il paraissait épuisé. Conseiller Thrin, l'humanité acceptera des pourparlers de paix, mais seulement à nos conditions. Hack, nommez-les, dit Thrin. Retrait total de tout territoire humain. Libération de tous les prisonniers. Procès pour crimes de guerre contre ceux qui ont déclenché tout ça. Et un nouvel ordre galactique, où aucune espèce ne pourra prétendre à l'autorité sur une autre. Un long silence suivit. Thrin reprit la parole. J'accepte. Au nom des membres restants du Conseil, j'accepte. Park acquiesça. Cessez le feu, forces humaines. Cessez le feu, mettez les prisonniers en sécurité et portez secours, si possible. Sur le champ de bataille, les vaisseaux humains cessèrent donc le feu. Ils entreprirent des opérations de sauvetage, secourant les survivants des navires endommagés. Veltos avait tout observé et comprit enfin. Les humains ne s'étaient pas battus pour la conquête. Ils s'étaient battus pour la liberté. Et maintenant qu'ils l'avaient obtenue, ils faisaient preuve de clémence envers leurs ennemis. Cela rendait ces actes d'autant plus graves. 2 mois après la bataille du Nexus, les anciennes salles du Conseil avaient tant bien changé. Les sièges d'honneur d'où les dirigeants du Conseil dominaient autrefois les autres étaient donc vides. À leur place, des tables circulaires de même hauteur occupaient dans l'espace. Des représentants de 300 espèces étaient assis ensemble, sans hiérarchie. L'amiral Park, debout au centre, observait les visages autour de lui. Certains exprimaient de l'espoir, d'autres de la peur. Certains laissaient transparaître de l'espoir, d'autres de la peur, d'autres encore de la colère. Tous étaient là, car ils n'avaient pas le choix. La galaxie avait changé. L'ancien ordre avait disparu. Il leur fallait désormais bâtir un monde nouveau. L'ambassadrice Kim Min-seo se tenait à ses côtés. Elle avait passé les 2 derniers mois à négocier sans relâche, tentant d'empêcher l'effondrement de la civilisation galactique. Elle paraissait épuisée, mais déterminée. « La conférence de paix va commencer », annonça-t-elle. « Nous sommes ici pour établir un nouveau cadre de coopération galactique. Un cadre fondé sur le consentement et non sur la coercition. » Un représentant florien se leva. « Les humains ont détruit le Conseil. De quel droit dictez-vous nos conditions ?» Park se tourna vers eux. « Nous ne dictons pas, nous proposons. Chaque espèce ici a voix au chapitre. » C'est bien là le problème. « Mais vous avez la force militaire, » insista Florian. « Vous pourriez nous contraindre à n'importe quoi. »« Nous le pourrions, » concéda Park. « Mais nous ne le ferons pas. Nous n'avons pas mené cette guerre pour devenir le nouveau Conseil. Nous avons combattu pour la liberté. Et pour la vôtre. » Le conseiller Train se leva. Il avait été l'un des rares membres du Conseil à s'en sortir indemne. « Je travaille avec les humains depuis 2 mois. Ils sont sincères. Ils veulent vraiment coopérer, pas dominer. Alors pourquoi leurs flottes sont-elles encore déployées sur notre territoire ?» demanda un représentant Zarati. Ce n'était pas Veldos. L'ancien hiérarque était, en cellule, en attente de son procès. « Nos flottes maintiennent l'ordre pendant que nous mettons en place le nouveau système, » expliqua Kim. « Dès que chaque secteur disposera d'une administration locale fonctionnelle, nous nous retirerons. L'occupation ne nous intéresse pas. » Comment pouvons-nous en être sûrs ? Park esquissa un sourire. Parce que si nous voulions votre territoire, nous l'aurions déjà conquis. Nous avons vaincu toute la flotte du Conseil avec un nombre bien inférieur. Si nous voulions un empire, vous ne pourriez pas nous en empêcher. Il marqua une pause. Mais nous ne voulons pas d'empire. Nous voulons des partenaires. Un silence s'installa dans la salle. Les représentants échangèrent des regards. À ces mots, une petite voix s'éleva. Elle venait d'un représentant de Vesper, un homme de Train. Quelles sont les conditions proposées ? Kim activa un affichage holographique. La nouvelle charte galactique, c'est simple. Aucune espèce ne peut revendiquer d'autorité sur une autre sans son consentement. Tout accord entre espèces doit être volontaire. Les différends
seront résolus par arbitrage et non par la force. Toute espèce qui enfreint ces principes fera l'objet d'une riposte collective. Qui fait respecter ces règles? A demandé quelqu'un. Nous tous, a répondu Park. Chaque espèce contribue à une force de défense mutuelle. Aucune espèce ne la contrôle à elle seule. Si quelqu'un enfreint les règles, le collectif décide de la riposte. Et si quelqu'un s'en prend à une espèce faible, incapable de se défendre, alors nous la défendons tous, déclara Kim d'une voix ferme. C'est le principe de la sécurité collective. Personne n'est seul. Un représentant des Margolins se leva. Leur espèce avait été parmi les premières à faire défection du Conseil durant la guerre. Lorsque les loyalistes du Conseil ont attaqué nos colonies, des vaisseaux humains sont venus à notre secours. Ils n'ont rien demandé en retour. Le Margolin a balayé la pièce du regard. Je leur fais plus confiance qu'au Conseil. D'autres espèces ont pris la parole, partageant leurs expériences. Certaines avaient reçu l'aide des forces humaines. D'autres avaient été témoins de la miséricorde humaine envers les prisonniers et les blessés. Lentement, l'atmosphère dans la pièce commença à changer, mais tout le monde n'était pas convaincu. « C'est très noble, » dit un amiral vaurien, « mais les paroles sont faciles. Comment savoir si l'humanité ne changera pas d'avis dans quelques années? Ne décidera pas que dominer la galaxie est plus simple que de coopérer ?» Avant que Park ne puisse répondre, les portes de la salle s'ouvrirent. Un groupe d'humains entra, escorté par des gardes. Ce n'étaient ni des diplomates, ni des officiers militaires. C'étaient des colons, venus des 7 mondes humains. Liana marchait en tête. Elle avait maintenant 18 ans. Elpei n'était plus la jeune fille apeurée qui avait diffusé son message depuis New Busan. La guerre l'avait marquée, mais elle ne l'avait pas brisée. Elle s'approcha du centre de la salle et s'inclina légèrement devant les représentants réunis. « Puis-je prendre la parole ?» Kim parut surpris, mais acquiesça. « Bien sûr. » Hana se tourna vers l'assemblée. « Je m'appelle Lee Hana. Je viens de New Busan. Quand le Conseil est arrivé sur ma planète, ils ont battu mon père et incendié nos maisons. Ils ont prétendu que c'était pour la sécurité galactique. Ils ont dit que nous étions dangereux. » L'assistance écouta en silence. Je les haïssais pour ça. Hana poursuivit. « Je voulais me venger. Quand la guerre a éclaté, j'ai rejoint les combattants. J'ai abattu des vaisseaux du Conseil. J'ai fêté leur destruction. » Elle marqua une pause, puis je vis quelque chose. Pendant la bataille du Nexus, j'ai aperçu des capsules de sauvetage du Conseil. Des jeunes comme moi. Effrayés et seuls. J'aurais pu les laisser mourir. Au lieu de cela, j'ai appelé à l'aide. « Pourquoi ?» demanda quelqu'un. « Parce que la vengeance n'est pas justice, » répondit Hana. « Car les tuer ne me rendrait pas ce que j'ai perdu. Car si nous devenons comme le Conseil, si nous régnons par la peur et la violence, alors nous n'aurons pas gagné. Nous serons simplement devenus les nouveaux monstres. » Elle observa la pièce. Les humains ici présents, mes dirigeants, pourraient prendre tout ce qu'ils veulent, mais ils choisissent une voie plus difficile. Ils choisissent de construire plutôt que de conquérir. Et je suis là pour vous dire que ce ne sont pas de vaines paroles. C'est ce que nous sommes. Elle fouilla dans son sac et en sortit une tablette. Elle contenait les témoignages de 300 détenus. Nous leur avons demandé comment ils avaient été traités pendant leur détention. Vous pouvez le lire vous-même. Nous leur avons prodigué des soins médicaux. Nous les avons nourris. Nous les avons traités avec dignité. Même ceux qui nous avaient fait du mal. Kim prit la tablette et en projeta le contenu. Les témoignages s'enchaînèrent. Des soldats du Conseil racontaient nommément comment des médecins humains leur avaient sauvé la vie. Des officiers du Conseil parlaient d'un traitement équitable. Certains avouèrent eux-mêmes s'ils s'attendaient en toi à être torturés et avaient même reçu de la bienveillance à la place. « Nous ne sommes pas parfaits, » dit Hana. « Nous avons combattu avec acharnement. Nous avons tué quand il le fallait. Mais nous n'avons jamais oublié que nos ennemis étaient des êtres humains, eux aussi. C'est ce qui nous distingue de l'ancien Conseil. Et c'est pourquoi vous pouvez nous faire confiance maintenant. »
Elle s'inclina de nouveau et regagna sa place. L'hémicycle s'anima de discussions. Les représentants argumentaient et débattaient, mais Park percevait le changement. Les paroles d'Ahana les avaient touchés d'une manière que les siennes n'avaient pu. Après une heure horste de débat, Thren se leva. « Je propose que nous mettions la nouvelle charte galactique au vote. Qui est pour ? Qui est pour ?» 300 appendices de toutes sortes se levèrent. Qui est contre ? Une trentaine restèrent enlevés. Les autres s'abaissent en signe d'approbation. « La motion est adoptée », annonça Thren. Les autres s'inclinèrent en signe d'approbation. « La motion est adoptée », annonça Thren. « La nouvelle charte galactique est adoptée. » Park sentit un soulagement l'envahir. Ils avaient réussi. La guerre était véritablement terminée. Mais le travail ne faisait que commencer. Au cours des 6 mois suivants, le nouveau système prit forme. Les espèces opprimées par le Conseil formèrent leur propre gouvernement. Les routes commerciales rouvrirent. Les humains commencèrent à retirer leurs troupes, comme promis, et à regagner leurs 7 mondes. Les procès pour crimes de guerre furent difficiles mais nécessaires. Veltos et 43 autres dirigeants du Conseil furent à nouveau traduits en justice pour avoir fabriqué des preuves et déclenché une guerre illégale. Les procès furent équitables, avec des avocats de différentes espèces, représentant toutes les parties. Veltos fut reconnu coupable. Alors qu'on l'emmenait en prison, il s'arrêta devant Park. « Pourquoi ne m'avez-vous pas simplement tué ? Pourquoi m'avoir accordé un procès ?» Park regarda l'ancien hiérarque sans colère. Aucune haine, juste de la tristesse. « Car nous sommes meilleurs que vous ne le pensiez. J'espère qu'un jour vous le comprendrez. » 1 an après la fin de la guerre, un mémorial fut inauguré à New Busan. Il se dressait au cœur de la ville incendiée durant l'occupation du Conseil. Le monument, en pierre noire, portait les noms de tous ceux qui avaient péri pendant la guerre. Noms humains et extraterrestres, côte à côte. Lihana se tenait devant le bâtiment avec son père. Il boitait encore à cause de ses blessures. Mais il était vivant. Ils avaient reconstruit leur maison. Ils avaient reconstruit leur vie. « Tu crois que ça en valait la peine ?» demanda doucement son père. Hana réfléchit à la question. Tant de gens étaient nés morts. Tant de choses avaient été détruites. Mais la galaxie était libre à présent. Des espèces qui avaient vécu sous le contrôle du Conseil pendant des millénaires s'autogouvernaient désormais. Les enfants grandissaient dans un monde où nul ne pouvait prétendre à une autorité sur eux par la seule force de sa force. « Oui, » dit-elle. Cela en valait la peine. L'ambassadrice Kim se tenait à proximité avec le conseiller Thren. Ils s'étaient liés d'amitié durant les négociations de paix. À présent, ils travaillaient ensemble pour aider les espèces à s'adapter au nouveau système. « Je suis désolé, » dit Thren. « Je suis désolé, » répéta-t-il. Pour ce qu'a fait le Conseil, pour ne pas avoir osé s'exprimer davantage, pour ne pas l'avoir empêché. Kim secoua la tête. « Tu as essayé, c'est important, et maintenant tu contribues à bâtir quelque chose de mieux. Penses-tu que cela durera ?» demanda Thren. « Ce nouvel ordre, je crois qu'il a une chance, » dit Kim, à condition de se souvenir du prix qu'il a coûté. L'amiral Park, à l'écart de la foule, observait la cérémonie. Son uniforme avait changé. Il n'était plus un simple commandant militaire. Il avait été élu représentant de l'humanité à la nouvelle Assemblée galactique. Le capitaine Syrah s'approcha de lui. Elle avait elle-même été promue amirale et commandait désormais la contribution humaine à la force de défense mutuelle. « Les nouvelles recrues s'entraînent bien, » rapporta-t-elle. « Humains et extraterrestres travaillent ensemble. Cela se passe mieux que prévu. » « Bien, » dit Park. « Nous devons nous assurer que cette pièce perdure. Pensez-vous qu'elle y parviendra ?» Park contempla le mémorial, les noms gravés dans la pierre. « Je crois que nous avons tout fait pour lui donner une chance. Nous avons montré à la galaxie que l'humanité se battra pour la liberté. La nôtre et la leur.
C'est un message fort. Et si quelqu'un le met à l'épreuve, si une autre espèce décide de tenter ce que le Conseil a fait, le visage de Park se durcit légèrement. Alors nous leur rappelons ce qui est arrivé aux derniers qui ont essayé. Mais j'espère que nous n'en arriverons pas là. J'en ai assez de la guerre pour une vie entière. Au coucher du soleil sur New Busan, la foule commença à se disperser. Hana déposa des fleurs au pied du mémorial et murmura une prière pour les disparus. Puis elle se retourna et se dirigea vers la nouvelle école qui avait été construite. Elle se formait désormais à la diplomatie, apprenant à bâtir des ponts plutôt que des murs. Kim la regarda partir et sourit. Voilà notre avenir, des jeunes qui se souviennent du prix de la guerre et choisissent la paix, mais qui savent se battre si nécessaire, ajouta Park. C'est l'équilibre que nous devons préserver, acquiesça lentement Train. La galaxie a tiré une dure leçon. L'humanité tend la main en signe d'amitié. Mais si vous frappez cette main, vous en subirez les conséquences. Pas seulement pour l'humanité. Les conséquences. Pas seulement pour l'humanité. Pas qu'à corriger. Nous tous, maintenant. Voilà ce que signifie la charte. Nous nous protégeons tous les uns les autres. Nous nous tenons tous responsables les uns des autres. Tandis qu'ils se tenaient tous les trois ensemble, humains et extraterrestres, anciens ennemis désormais alliés. Les premières étoiles apparurent dans le ciel qui s'assombrissait. Chacune représentait un monde, une espèce, une histoire. La galaxie avait changé. L'ancien ordre de domination et de peur avait disparu. À sa place se dressait quelque chose de fragile, mais porteur d'espoir. Un nouvel ordre fondé sur le consentement et la paix. Coopération, ce ne serait pas chose facile. Des conflits et des défis surgiraient. Certaines espèces testeraient les limites. D'autres tenteraient de revenir aux anciennes coutumes. Mais elles se heurteraient à une réponse unie. Non plus d'une seule puissance dominante, mais de toutes les espèces œuvrant de concert. Le Conseil avait commis une erreur. Il pensait l'humanité faible parce qu'elle aspirait à la paix. Il croyait pouvoir prendre ce qu'il voulait en toute impunité. Au lieu de cela, ils apprirent que le désir de paix de l'humanité la rendait plus dangereuse, et non moins. Car lorsque des peuples pacifiques sont finalement poussés à la guerre, ils combattent avec la fureur de ceux qui ont épuisé toutes les autres solutions. Et une fois victorieux, ils accomplirent ce que le Conseil n'avait jamais pu faire. Ils bâtirent un monde meilleur sur leurs cendres. La galaxie s'en souviendrait. Pendant des générations, les parents raconteraient à leurs enfants le jour où l'humanité s'est soulevée dans la colère. Comment l'erreur du Conseil leur a tout coûté. Comment les humains ont combattu non pour la conquête, mais pour la liberté. Et comment, confrontés au choix entre dominer la galaxie et la libérer, l'humanité a choisi la liberté. Ce choix a tout changé.